Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler séries télé, des séries qui sont disponibles dans la majeure partie sur Netflix et j'ai sélectionné 2 séries parmi les 12 que je vais vous présenter sur OCS. À chaque fois je me suis dit que j'allais vous donner 3 mots pour décrire chacune des séries, que j'allais vous donner mon personnage favori. J'avais très envie de vous donner une scène favorite mais je me suis dit que ça allait spoiler dans l'ensemble la série et je vais vous faire un synopsis et vous citer les points forts qui font que mon avis sur cette série est positif. J'ai classé ces séries, je vais vous présenter d'abord celles que je préfère le moins à celles que je préfère le plus, mais dans l'ensemble ce sont quand même mes 12 séries favorites. J'ai mis en premier, donc la moins préférée des 12, c'est Orange is the New Black, et si je dois citer 3 mots pour décrire cette série, je dirais prison, amitié, féminisme. Il s'agit d'une série qui décrit la vie carcérale de femmes dans une prison américaine, la prison de Litchfield, qui est une prison où elles ne sont pas toutes renfermées dans une cellule, mais elles vivent ensemble dans des dortoirs communs, et du coup elles doivent apprendre à vivre ensemble. Au début, la série tourne autour d'un personnage principal qui est Piper, où on voit pourquoi elle est incarcérée, donc pour avoir aidé à un trafic de drogue il y a quelques années. Le point fort de cette série, c'est que la série tourne autour du passé de toutes ces femmes qui sont incarcérées. On décrit des scènes de leur passé, on revoit leur passé, qu'elles soient incarcérées pour meurtre, pour trafic de drogue, pour vol. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça tourne autour d'histoires totalement différentes les unes des autres. Mais le point faible, c'est qu'il n'y a pas un but commun, en fait. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur, à part le fait qu'elles sont toutes enfermées dans la même prison. On n'attend pas un but, on n'attend pas quelque chose qui doit se passer vraiment à un moment donné. Mes 2 personnages favoris dans cette série sont Suzanne, qui est une actrice qui joue hyper bien, dans le sens où elle arrive hyper bien à jouer ce rôle un petit peu de folle. Elle est surnommée, je crois, folle dingue, un truc comme ça, et je trouve qu'elle joue à merveille ce rôle. L'autre actrice, c'est Poussée, qui est adorable. J'adore cette actrice, on la revoit dans une autre série dont je vais vous parler par la suite, et j'adore cette nana, je la trouve tellement attachante, tellement adorable. Elle fait gentille, bienveillante, mature, et j'adore cette actrice et j'adore son rôle dans la série Orange is the New Black. Si je dois citer un point faible, étant donné que la série se concentre sur le passé de femmes qui sont incarcérées, c'est qu'elles sont incarcérées pour différents délits et ça les rend un petit peu écœurantes pour certaines, puisque ils ont réuni parfois dans certaines détenues tous les vices possibles et inimaginables. La seconde série dont je voulais vous parler, il s'agit de la série Sex Education, que si je devais décrire en 3 mots, je mettrais bien sûr sexe, je mettrais Mr Bean et je mettrais humour. On voit la vie de plusieurs lycéens et le personnage principal est Otis. Pourquoi je mets en mot-clé Mr Bean? C'est parce que je trouve qu'on dirait Mr Bean en miniature. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois quand je vous avais décrit cette série. Et c'est ce qui fait qu'il est hyper drôle aussi. Il est assez froid et mature, et il fait un peu naïf et innocent. Pour l'histoire, c'est du coup centré autour d'Otis, qui a une mère sexologue, mais qui pour autant, lui, il est loin d'être un ado dépravé, il est vierge, et il va sympathiser avec la rebelle Maeve, qui va l'entraîner à créer ensemble un cabinet de conseil en sexologie pour conseiller les petits copains sur leurs histoires de sexe. Du coup, je trouve l'histoire très amusante en fait, c'est très rafraîchissant comme scénario. Ça parle de la sexualité chez les ados, chez les lycéens, mais pas de façon cucu, ni de façon trop crue à mon sens. Je trouve que c'est une série à montrer à des ados et qui peut être rigolote pour les plus vieux. Mon personnage favori dans cette série, c'est le personnage d'Eric, qui est le meilleur ami de Otis et qui s'avère être gay et qui est super drôle, très généreux dans sa façon d'être. On voit vraiment que c'est un ami en or à avoir et j'aimerais beaucoup l'avoir comme ami. La 3e série dont je voulais vous parler, c'est encore une série dont je vous ai parlé récemment, mais je trouve que elle mérite que je vous en reparle. C'est la série Grace et Frankie, que je trouve être une série vraiment hilarante. C'est fabuleux en termes de scénario, tellement c'est drôle. C'est l'histoire de l'élégante Grace et de l'excentrique Frankie qui ne sont pas spécialement amis à la base, mais que le destin va rapprocher parce que leurs maris qui sont collègues de travail depuis 20 ans
voire même plus, ils entretiennent une relation homosexuelle et ils trompaient leurs femmes respectives de cette façon-là. Et ils ont enfin décidé, à 70 ans à peu près, c'est à peu près la moyenne d'âge de ces 4 personnages, ils décident d'avouer leur homosexualité, de divorcer et de se remarier tous les deux. Elles vont habiter dans une maison de plage qu'ils possédaient en commun pour les vacances et elles vont se soutenir, tout comme cette cohabitation va mettre en avant toutes leurs différences qui sont pas forcément faciles à cohabiter. Si je devais citer 3 mots pour décrire cette série, je dirais retraite, amitié et nouvelle vie. Ce que j'aime dans cette série, c'est que ça montre que la vie n'est pas terminée à 70 ans, qu'elles peuvent mener à bien des projets, qu'elles peuvent innover aussi. Mon personnage favori dans cette série, c'est Brianna, je crois elle s'appelle, qui est la fille de Grace et qui a un humour cynique vraiment excellent. Et au début, c'est une femme qu'on la voit pour les premières scènes, on peut dire mais quelle peste celle-ci, quelle pétasse presque. Mais finalement, moi je la trouve vraiment géniale dans son humour, dans sa façon d'être. Je trouve qu'en plus elle est magnifique. La série suivante, c'est 13 Reasons Why. Si je devais citer 3 mots pour résumer cette série, je dirais suicide adolescent et harcèlement scolaire. Donc c'est l'histoire de Hannah Baker qui s'est suicidée et quelques jours après son suicide, Clay Johnson, qui est un des amis de lycée, un des camarades de classe d'Anna, il reçoit sous son porche de maison, en rentrant du lycée, il voit un carton avec des cassettes audio. Ces cassettes ne sont autres que la voix d'Anna qui a enregistré ça avant de se suicider. Elle dit au début de ses vidéos que les vidéos vont traiter des 13 raisons pour lesquelles elle s'est suicidée et que si toi tu écoutes cette vidéo, c'est que tu fais partie des raisons pour lesquelles je me suis suicidée. Mon personnage favori, c'est bien sûr le personnage principal de Clay, que je trouve tellement attachant de par sa gentillesse, sa bienveillance et surtout son innocence par rapport à tous les autres adolescents qu'on voit dans cette série. Je trouve que lui est vraiment à part en fait et qu'il est vraiment bienveillant. J'avoue aussi avoir beaucoup accroché au physique d'Anna que je trouve mais vraiment d'une beauté vraiment exceptionnelle. Les points forts de cette série à mon sens c'est que on pourrait facilement tomber dans le cliché un peu mièvre de la série pour adolescents et finalement pas du tout. C'est même un peu cru, je pense qu'au fil des épisodes, la série est interdite aux moins de 16 ans et je dirais même que c'est un danger parce que c'est un point faible du coup, parce que en tant que parent, on pourrait croire que la série peut être vue par notre enfant de 13 ans et finalement non, pas du tout. Je pense que 15-16 ans, selon la maturité aussi de votre enfant bien sûr, je trouve que 13 ans c'est beaucoup trop jeune pour voir ce genre de série. Il y a une intrigue tout au long des cassettes, tout au long de l'écoute des cassettes, on en découvre davantage et je trouve que le scénario, l'intrigue est bien menée tout au long des saisons. L'autre point fort bien sûr c'est que ça met l'accent sur la malveillance qui existe entre des camarades de classe au lycée, entre des lycéens, entre des adolescents et ça peut faire prendre conscience à certains adolescents de cette malveillance qui peut sembler très minime sur le coup, mais qui peut engendrer un mal-être chez quelqu'un. La série suivante dont je voulais parler, c'est la série dont je suis en train de regarder la dernière saison actuellement, c'est The 100, c'est-à-dire Les 100, qui est une série qui traite du monde après une apocalypse nucléaire. Alors c'est sûr, les contexte d'apocalypse, de fin du monde, tout ça, c'est un super fonds de commerce pour les séries, pour le cinéma, pour les bouquins, on est d'accord. Là, on est sur un scénario qui se passe après une apocalypse nucléaire qui a eu lieu lors d'une 3e guerre mondiale où l'homme a détruit la planète, ne la rendant plus vivable et 318 survivants sont partis vivre sur une navette spatiale où ils se sont reproduits pendant des années et il y a au moment où la série démarre 4000 personnes qui vivent sur cette navette spatiale qu'ils appellent l'Arche. Tout au long de la survie de l'espèce humaine sur cette arche, il y a eu des adolescents qu'ils ont enfermés pour des délits divers et variés. Pour tester si la Terre est de nouveau viable, ils vont envoyer ces 100 détenus, ces 100 ados, sur Terre pour tester si elle est viable et pour tester si eux aussi ils peuvent descendre sur Terre pour de nouveau repeupler la planète.
Donc là, évidemment, les adolescents vont découvrir un monde qu'ils ne connaissent pas, avec des personnes qui sont restées sur Terre, et bien sûr, il y a toute cette histoire de survie qui va faire l'intrigue de cette série. 3 mots pour résumer cette série, les 100, je dirais apocalypse, adolescent et survie. Je trouve que ça résume à peu près la série. Mes 2 acteurs principaux, ce sont Bellamy et Clark. Clark que je trouve tellement joli et Bellamy que je trouve tellement séduisant de par sa façon d'être, je ne sais pas. Au début j'ai eu un peu de mal avec le casting, pourtant. J'ai eu du mal avec le fait que dès les premiers épisodes, moi j'ai mis 3-4 épisodes à rentrer dedans. Bizarrement, parce que je trouvais que ça faisait série pour ados, parce que c'était joué par des ados et qu'il y a un casting qui veut que ce sont des ados tous un peu mannequins quasiment. Mais finalement, comme dans tout scénario de post-apocalypse, eh bien ils vont se battre pour survivre jusqu'à se méfier les uns des autres, il y en a un qui veut devenir le chef, etc. Ça se passe toujours comme ça, jusqu'à ce que le pire ennemi les uns pour les autres, c'est l'autre en fait. Finalement ça devient de plus en plus mature au fil des épisodes, ce qui fait que j'ai fini par accrocher. C'est ce qui fait tout le génie de la série, c'est le fait que on mette l'accent sur jusqu'où on est prêt à aller pour survivre. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette série, même s'il y a à quelques épisodes, je crois que c'est la saison 3 qui part un peu dans tous les sens. Je crois qu'on en est à la 6e série et c'est la série Murder, ou plutôt How to Get Away with Murder, que je peux résumer en 3 mots. J'ai noté enquête, instinct maternel et amitié. Donc l'histoire tourne autour de Annalise Keating qui est avocate de la défense et également professeure en droit, donc droit pénal. Comme chaque année, elle sélectionne un groupe d'étudiants qu'elle juge être dans les plus prometteurs pour venir travailler dans son cabinet, ce qui est réputé pour être une occasion en or pour mener à bien une carrière d'avocat, puisque, comme je disais, c'est une avocate qui est très réputée. Et pour ne pas tout dévoiler, ils vont tout simplement se retrouver impliqués dans différentes situations d'assassinat. Ça va tourner autour notamment des enquêtes sur lesquelles ils travaillent et également de ces assassinats dans lesquels ils vont être impliqués. Donc mon personnage favori, je dirais que c'est Connor, parce que je trouve que il a un humour incisif que j'aime beaucoup et que peu à peu, dans plusieurs épisodes, ils vont dévoiler sa sensibilité, ses faiblesses, qu'au départ on trouve vraiment infect presque, et qui, au fur et à mesure que les épisodes passent, il va être en pleine rédemption sympathique, et j'aime bien Connor. Le point fort de cette série, c'est encore le côté manipulateur de la série, qui fait en sorte que, en tant que spectateur, on va être amené à apprécier finalement des personnages qui sont loin d'être des modèles d'honnêteté et de bienveillance. Donc c'est ce qui fait que cette série est franchement réussie. La série Netflix dont je devais absolument vous parler et qui est à la fois tellement oppressante et tellement malsaine mais tellement passionnante, c'est la série Bates Motel. Si je devais dire 3 mots pour la résumer, je dirais psychose, serial killer et je dirais schizophrénie. Bates Motel, il s'agit en fait d'un préquel de Psychose d'Hitchcock. C'est l'histoire de Norma Bates qui décide de quitter l'Arizona suite au mystérieux décès de son mari pour une petite ville qui s'appelle White Pine Bay de l'Oregon, et elle part avec son fils Norman qui a 17 ans au moment où il s'installe dans cette nouvelle ville, et pour gagner de l'argent, pour démarrer une nouvelle vie, elle décide d'acheter un motel qui est abandonné et qui est lié aussi à un manoir. Donc ils vont vivre dans la grande maison assez lugubre qu'est ce manoir, et ils vont essayer de faire tourner ce motel pour démarrer une nouvelle affaire. Et il va se passer des drames dans ce motel tout au long de la série, des meurtres. On va peu à peu dévoiler le trouble mentaux de Norman qui va s'avérer être quelqu'un de très malsain. Mon personnage préféré, c'est bien sûr Norman, le garçon, donc Freddie Highmore, qui joue le rôle de malade mental à merveille. Norma, le personnage est franchement bien, franchement intéressant, dans le sens où on va avoir des doutes sur elle tout au long des épisodes, notamment, enfin les premiers épisodes, et parfois on va la détester et parfois on va la plaindre. Du coup, le point fort de cette série, c'est la dimension psychologique qui est super intéressante. Aussi l'ambiance, parce qu'ils ont mis une ambiance un peu vintage en fait
On a l'impression que ça se passe dans une autre époque, alors que pas du tout. À un moment, il sort un iPhone. Il y a la relation mère-fils qui est fascinante, mais à la fois hyper effrayante. Et bref, c'est tellement bien fait que l'ambiance, pas seulement vintage, elle est vraiment glaçante, à tel point que parfois je me tassais dans mon canapé en regardant cette série et que je pouvais voir dans mes cauchemars la tête de Norman facilement, tellement je trouvais cette série quand même assez effrayante. Série inévitable dans le monde de la série américaine, c'est bien sûr The Walking Dead, dont les trois mots-clés sont un peu évidents, donc mort-vivant ou bien zombie, fin du monde et survie. Le synopsis, si vous ne le connaissez pas, c'est-à-dire si vous habitez dans une grotte peut-être, il s'agit encore une fois d'une apocalypse qui a transformé le monde, enfin bref, les hommes ont comme chopé une sorte de virus qui fait en sorte que quand ils meurent, ils se transforment en zombies. Ces zombies bouffent les autres êtres humains, c'est-à-dire que si vous tombez sur l'un d'entre eux, s'ils vous mordent, eh bien vous allez vous-même vous transformer en zombie. On suit l'histoire en fait d'un groupe de personnes qui, dans un monde normal, enfin dans un monde actuel, ils ne se seraient jamais parlé, ils n'auraient jamais sympathisé, mais là ils se sont tous regroupés dans l'objectif d'être plus forts ensemble et de survivre, et ils sont menés par un leader qui est Rick Grimes, qui était shérif en fait dans la vie d'avant les zombies. Moi qui n'ai pas franchement une grande fan des histoires de zombies, j'ai franchement dévoré cette série, j'ai adoré l'univers sans pitié qui règne tout au long des épisodes. J'aime aussi le parti pris qu'on n'hésite pas à faire mourir les personnages qui se voient être comme des personnages principaux ou des personnages qui sont appréciés du public. Il faut oublier aussi le fait que on est face à des survivants qui n'ont jamais vu un film de zombies de leur vie. C'est-à-dire que Herschel, dans sa ferme, il voit arriver des zombies, des morts vivants, et puis il va appeler ces gars-là des marcheurs. Comme dans la série Les 100, ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'on voit jusqu'où l'être humain est prêt à aller pour survivre, ce qu'il est prêt à faire pour défendre ses enfants, pour défendre les siens, et c'est là que la série est intéressante. Les personnages favoris, donc là j'ai pas pu me résoudre à en choisir un seul, j'ai choisi Carol, que j'adore parce que elle évolue vraiment tout au long de la série, jusqu'à avoir une personnalité vraiment très forte de femme super solide. Daryl, par son côté un peu mystérieux, lugubre, qui pour autant a un cœur tendre au fond, j'adore ce personnage. Et bien sûr Negan, qui est mon méchant favori au travers toutes les séries, salaud sans pitié qui est capable des pires horreurs et qui pour autant on adore quand même. On va trembler mais à la fois être super excité de le voir arriver dans une scène. C'est la 9e série, donc la série que j'ai classée 4e finalement dans mes préférences. C'est la série dont je regarde la 3e saison actuellement pour mon plus grand bonheur. C'est La Servante écarlate. Stérilité, maternité, je ne savais pas quel mot choisir, dystopie et terreur. Cette série n'est ni plus ni moins qu'une dystopie largement inspirée du roman de Margaret Atwood du même nom, qui est un roman assez ancien finalement, mais la série est sortie, elle, je crois, en 2017. Donc l'action se passe dans une dictature où les femmes ont perdu tout droit. La stérilité a touché la majeure partie des femmes, qui fait que le taux de natalité a énormément baissé. On a les Fils de Jacob, qui est une secte politico-religieuse protestante qui a pris le pouvoir et qui veut un retour au fondamentalisme, au bref, c'est très conservateur en fait. Ils prennent le pouvoir, ce qui divise les femmes en fait en 3 catégories. Donc il y a les femmes, les épouses des commandants, donc les commandants qui se veulent faisant partie des Fils de Jacob, donc il y a les épouses. Ensuite il y a les servantes qui sont là pour servir la maison et être fécondées par les commandants. Et il y a les Martha qui entretiennent les maisons des commandants. La série, elle suit le parcours de June qui, elle, est une servante. On va suivre son parcours, comment elle tente de s'enfuir, comment elle tente
de retrouver sa fille qui lui a été enlevée. Les points forts de cette série, c'est que le monde actuel part tellement en live, il y a des choses qui deviennent vraiment un grand n'importe quoi, n'est-ce pas, que la dystopie finalement devient presque crédible dans cette série. Du coup, il y a plein de choses qui m'ont terrifiée politiquement, mais aussi en tant que maman, puisque on met vraiment l'accent dans cette série sur la maternité, ce désir de maternité qui génère certaines scènes assez choquantes, certains choix aussi de certains personnages de la série. C'est très oppressant et terrifiant comme série, et à la fois j'ai été passionnée. Moi j'avais envie, j'aurais pas été me coucher pour regarder un épisode, encore un épisode et encore un épisode. Certaines personnes ont reproché la lenteur de certaines scènes, mais moi je trouve que ça sert à merveille le scénario, du fait que ça met cette ambiance oppressante en fait qui est nécessaire pour qu'on se mette dedans, je trouve. Mes personnages favoris sont June et Moira. Alors le personnage de June, je trouve l'actrice, mais elle a un charme fou, elle est super charismatique. Je trouve qu'elle joue à fond le personnage. Son amie Moira, je l'adore, moi je voudrais une amie comme ça. J'adore sa personnalité et ce n'est autre que Poussée qui est l'actrice de Orange is the New Black, la première série dont je vous parlais. La série qui arrive dans mon top 3 bien évidemment c'est Breaking Bad. Breaking Bad, en 3 mots, drogue, sombre, acteur, génial. Bref, le scénario c'est l'histoire de Walter White qui a 50 ans, qui est professeur de chimie. Il a sa femme qui est enceinte, il a son fils qui est handicapé et pour subvenir à leurs besoins, eh bien, il a besoin de travailler à côté de son métier de professeur de chimie. Il apprend qu'il a un cancer incurable, un cancer des poumons, et on lui donne 2 ans à vivre. Et il décide, pour gagner de l'argent très rapidement, de commencer à produire, grâce à ses compétences en chimie, de la crystal meth. Et il va recruter, en fait, s'associer à un dealer de seconde zone qui n'est autre qu'un ancien élève à lui du lycée, qui s'appelle Jesse, et ils vont mettre en place un labo itinérant dans un camping-car pour fabriquer cette drogue et ensuite la vendre. Et comme il est très doué en chimie, ça va être le meilleur crystal meth qu'on peut trouver sur le marché, ce qui défonce le plus. On va le trouver tout au long des épisodes à la fois sympathique et à la fois détestable, parce que niveau éthique, on peut pas dire que ce soit très bien ce qu'il fait, et pour autant on va énormément s'attacher au personnage. Ça fait vraiment partie des acteurs qui ont fait une prouesse de la télévision avec ce rôle, parce que ouais, l'acteur est hyper charismatique dans ce rôle-là, et c'est lui qui fait toute la série. Finalement, il va se passer une série de péripéties assez incroyables, et la série elle est remplie de contre-pieds et elle est super intéressante, et je trouve qu'elle est trop méconnue du grand public parce que pour moi c'est une des meilleures séries. L'avant-dernière série impossible à zapper, il s'agit de Outlander, dont les mots qui résument à la perfection cette série c'est Écosse, histoire et romance romantique. Il s'agit de l'histoire de Claire et de Frank Randall qui se sont mariés avant la Seconde Guerre mondiale et qui se retrouvent en 1945, et ils se connaissent plus, ils ne savent pas ce que l'un et l'autre ont vécu chacun de leur côté, et ils décident de partir faire un voyage en Écosse. Donc eux ils sont anglais. Et ils partent en Écosse pour que Frank Randall, qui est passionné d'histoire, il est prof d'histoire, et il est passionné de généalogie et de sa propre généalogie, il voudrait faire des recherches sur un de ses ancêtres qui était soldat anglais au XVIIIe siècle. Il cherche dans la documentation, dans les archives du pasteur, il fait des recherches pendant que Claire, elle se rend à des menhirs où elle a vu des plantes médicinales pour alimenter son herbier, et à ces mêmes menhirs ils avaient vu un rituel celtique se dérouler assez impressionnant, assez déroutant, et elle décide de retourner seule à ces menhirs pour cueillir des plantes pour son herbier. Et elle entend un bourdonnement qui fait qu'elle va toucher les pierres. Claire se retrouve transportée en 1743 à l'aube de la seconde rébellion jacobite, et elle va être chapeautée par un groupe, un clan écossais, un clan de Highlanders. Ils vont essayer de se servir de ses talents en médecine, puisqu'ils vont peu à peu s'apercevoir qu'elle a des talents médicaux, et ils vont vouloir en faire usage.
et elle va tomber amoureuse d'un d'eux. Et mon personnage favori est bien sûr Jamie Fraser, puisque je pense que je vais vous mettre une petite photo pour que vous voyez ici. Le personnage que je préfère en fait c'est l'Écosse, parce que l'Écosse, l'ambiance écossaise, l'ambiance des Highlands, la culture des clans, les paysages verts et brumeux, l'ambiance de l'Écosse, c'est ce qui fait tout le charme au départ de la série, si bien que je rêve de faire un voyage au travers l'Écosse, au travers tous ces paysages magnifiques, pour écouter de la musique écossaise qui est loin d'être la musique cliché qu'on entend un petit peu partout. On entend vraiment de belles musiques dedans. Il y a l'accent écossais aussi qui fait beaucoup, parce que pour avoir regardé la série en version originale, ça change totalement la donne sur le rendu de la série. Belle histoire d'amour dans la série, mais je trouve que c'est pas écœurant, c'est pas mièvre. La dernière série qui arrive au top du podium, mais qui est vraiment dans un genre à part entière quand même, et qui marque à mon sens l'histoire de la série, c'est la série Game of Thrones, hein, sans grand suspense, pour laquelle je peux citer 3 mots, donc médiéval, fantastique. J'ai noté également guerre. J'aurais pu noter sexe aussi, puisque en termes de guerre et de sexe, la série est assez crue, autant dans les images que dans les mots, dans les faits. Enfin, les images, ça reste une série, je crois, interdite au moins d'un certain âge, hein. Ça m'étonnerait pas que ça soit interdit au moins de 16 ans. Elle se situe, l'histoire, sur 2 continents fictifs, du coup, Westeros et Essos, à une époque oubliée où une force a complètement bousculé l'équilibre des saisons, puisque l'histoire se passe lors d'un été qui a duré 10 ans et l'hiver arrive enfin. On a la garde de nuit qui est censée protéger le royaume des créatures qui arrivent au-delà du mur, et il se trouve qu'elle elle ne va plus avoir les ressources nécessaires pour faire ce travail-là. On observe la guerre entre 9 familles nobles qui se battent pour obtenir le trône de fer qui dirige tout Westeros. C'est tous ces conflits d'intérêts, toutes ces guerres que relate cette histoire. Et mon personnage favori, c'est Tyrion le nain, qui est surnommé le gnome, et qui a vraiment une répartie énorme, qui a une répartie très intéressante, très intelligente, et qui est, à mon avis, le personnage le plus intelligent de tous. Pourquoi je trouve cette série vraiment bien? Quels sont ses points forts? Déjà, je pense que par ce côté fantastique médiéval, par ce côté ambiance historique, bien que ce n'est pas une histoire, c'est pas l'histoire réelle du monde, eh bien je pense que c'est une série qui a rameuté toute la gente masculine dans le monde des séries, qui pouvait avoir pour image un petit peu les séries histoire vaudeville, et finalement là on n'est pas du tout sur le même thème de série. Le scénario est vraiment intéressant dans le sens où il y a un jeu de pouvoir en perpétuel mouvement tout au long de la série. On ne sait pas à quoi s'attendre jusqu'à la fin. C'est encore une série qui n'hésite pas à faire mourir ses héros, et du coup c'est pour ça qu'il y a une tension narrative tout au long des épisodes. C'est une série qui est quand même hyper intéressante. Aussi en termes de budget, j'imagine que l'épisode avec la guerre contre les marcheurs blancs, avec les dragons, tout ça, niveau budget, ça se posait là 5 minutes. J'en ai enfin terminé avec les 12 séries dont je voulais vous parler. Moi je me voyais pas citer mes 12 séries favorites sans vous citer celle-là. J'espère que cette sélection vous aura plu, vous aura intéressé. Si vous ne saviez pas quoi vous mettre sous la dent ce soir à la télé, si vous n'avez pas franchi l'étape de l'abonnement Netflix, peut-être que ça va vous faire signer. Je ne sais pas, en tout cas cette vidéo n'est pas sponsorisée par Netflix, j'aimerais bien. Mais si vous avez des séries à me suggérer, je vous invite à le faire en commentaire sous cette vidéo, et également à suggérer aux autres, parce que moi malheureusement les séries me font un petit peu abandonner la lecture, et ça c'est dommage. En tout cas moi je vous retrouve dans cette zone de commentaires et je vous dis à la prochaine. Ciao!